Accademia farmaco... Organologie. Négantropologie. La pensée en la modélisant, c'est-à-dire dans des modèles avec des propositions normatives comme celles que Paul-Émile Franck et Jean-Luc ont exposées, c'est-à-dire des propositions normatives pour assurer la capacitation, la continuité de l'expérience ou la coopération réelle, mais aussi en mesurant ses impacts sur des indicateurs qui sont déjà là, mais surtout sur de nouveaux indicateurs de ce que nous nommons l'année de l'entropie. Mais du coup, en gros, avant de mesurer quelque chose qu'on se propose de modifier, c'est-à-dire la valeur, il faut savoir ce que l'on mesure ici et maintenant, et pas demain dans un but normatif, pour pouvoir comprendre les possibilités politiques de la modifier. Donc, en gros, je vais parler des conditions de possibilité et d'impossibilité de la valeur nélanthropique que nous défendons, et de la coopération dans le travail et du travail, coopération sociale et technique, au niveau macro et micro, que défendait Paul-Émile ou Franck ce matin. Mais à un autre niveau, c'est-à-dire pas au sein des entités productives, comme le voyait Friedman, mais plutôt entre les entités productives, entre les constructions sociales sur lesquelles reposent des entités productives, et entre, en gros, les organismes qui soutiennent cette division du travail. Vous avez vu qu'on a parlé de solidarité, mais je me suis barré dès que Paul-Émile a commencé à parler, parce que y a des contradictions qui font que je ne peux pas forcément soutenir ma volonté de solidarité, et c'était en partie dû à ça, donc si j'arrive plus à lire à un moment, j'improviserai. Non, c'est pareil là, t'inquiète pas. En gros, en fait, c'est essayer d'allier théorie et pratique. En fait, penser par quelles institutions politiques on peut vraiment déconstruire, modifier la catégorie de travail abstrait, de valeur qui est au fondement de la valeur marchande du capitalisme. Donc je suis content d'avoir entendu avant nous Franck ce matin, parce que ça va me permettre de partir de son intervention, de revenir sur des oppositions qui, selon moi, en fait, sont à la source de mécompréhension dont tu parlais, parce que entendre en général, comme tu disais, que son point de vue est méprisé parce qu'on pense qu'il est non compris, ça fait mal. Donc je peux te dire qu'en gros, j'ai mal à Marx. Tu vois, je pense que la valeur travail, justement, je la traite de manière... Enfin, tu dis que tu la traites de manière périphérique, en évitant les lectures classiques, on avait remarqué. Et pour ramener ça à une force de travail, à une dépense d'énergie, justement, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire une lecture de la valeur comme un rapport social total, qui s'appuie sur une base matérielle, mais qui n'est qu'un rapport social. Donc éviter de résumer ce travail abstrait à du travail concret, et d'où la nécessité de cette distinction pour moi dans la théorie marxiste. Et donc à sa matérialité en un sens, ou à sa non-matérialité, qui ne sont même plus le plan sur lequel on doit regarder ce concept de valeur économique dans le mode de production capitaliste, étant donné que, comme j'essaie de le dire tout à l'heure, la valeur travail est une invention du capitaliste, est une universalisation des travaux concrets par la notion de travail abstrait, par une pratique de la valeur. Donc c'est une discussion qu'on continue aussi avec Bernard, quand il dit que, je dis que les traders sont produisent de la valeur. C'est pas que la finance produit de la valeur, c'est pas que l'acte de trade produit de la valeur, c'est que si la valeur c'est un rapport social, il s'agit de ne pas regarder le travail concret qui est mené, mais le travail abstrait, c'est-à-dire le rapport de production dans lequel un individu se trouve. Une dépense d'énergie, quelle que soit la dépense d'énergie, se trouve. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les traders travaillent, enfin dans le langage courant, et donc au bout d'un moment, il faut aussi convaincre ce langage courant, mais on dit que les traders travaillent, enfin, ils dépensent une énergie. Si le trader travaille à la maison et fait la même chose et gagne autant d'argent, en faisant ça à partir de ses fonds, il fait la même dépense d'énergie, mais on ne dit pas qu'il travaille. Il n'est pas encadré par un rapport salarial, il n'est pas encadré par des systèmes d'incitation basés sur des rémunérations, il n'est pas encadré par un droit du travail, il n'est pas encadré par un rapport social qui va déterminer la valeur de son travail concret. Donc cette opposition concret-abstrait est dépassée par un mouvement qui fixe justement l'origine matérielle des abstractions, valeur, qui est un concept, qui est une abstraction, dans des rapports sociaux. Mais abstraction dans le sens où cette abstraction a une performativité dans la réalité sociale. Donc c'est un mouvement de Bernard poursuit l'origine de ces abstractions dans des rapports sociaux, mais en précisant ce point fixe, en complétant les rapports sociaux des systèmes techniques qui soutiennent toujours un rapport social. Et c'est comme ça que je lis le travail de Bernard dans la continuité, en gros, de l'idéologie allemande de Marx.
Le problème de ce point fixe sur le travail concret qu'on a tendance à produire, qui est présent dans ton concept d'activité aussi, de différenciation entre le travail et l'activité, c'est le risque de résumer par cette lecture de la valeur économique un phénomène social à une chaîne de valeur qui est perçue dans les entreprises. C'est-à-dire à diluer le macro, le social, les rapports sociaux dans du micro, dans un individualisme méthodologique même dépassé en un sens, et résumant en un sens le tout à une somme de parties, même pas dans, enfin, pas dans la vision classique de l'individualisme méthodologique, mais en partie quand même, et de dire ensuite, de se rendre compte ensuite que cette somme de parties ne fait pas le tout, et donc qu'il faut réintégrer l'extérieur à l'intérieur, et hop, on invente le concept d'externalité ou de bien commun, selon les néoclassiques, pas de commun... selon Vercellone, par exemple, qui a une critique de la position néoclassique de l'invention de ce concept, justement. Donc une autre distinction constitutive qui peut brouiller mon discours et qui fait que ce premier point a besoin d'être développé, c'est ce que je vais essayer de faire, le premier point que j'ai développé à l'instant, c'est celle entre le discours positif et normatif. Comme j'essaie de discuter avec Olivier et Vincent tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce que justement, en fait, j'ai pas un discours sur le plan normatif, sous le signe du il faut. Il faut distinguer travail et activité. Il faut distinguer travail et emploi. Bien sûr, il faut avoir un point de vue normatif. Mais là, ce que j'essaie de faire, c'est c'est une analyse positive. C'est à savoir quelles sont les institutions, aujourd'hui, maintenant, qui valident le travail en tant que travail dans un mode de production capitaliste et donc qui nous permettraient de faire ce qu'il faut faire. Parce que sans comprendre comment ça se passe maintenant, comment lier théorie et pratique et comment comprendre ce qu'il faut faire pour poser notre normativité de la valeur à travers la valeur néganthropique et tout ce qu'on a produit au cours de cette semaine. Donc en gros, pour permettre une possible performativité de nos propos normatifs sur la valeur, on peut voir certaines choses intéressantes faites par l'IDH, mais l'IDH n'est toujours pas un indicateur qui est utilisé par les entreprises au jour le jour. C'est toujours pas... C'est un indicateur qui tient compte non pas seulement des choses marchandes, mais des rapports sociaux en un sens, comme le taux de mortalité infantile, et qui essaie de mesurer en dehors du marchand, et une qualité de vie, un développement au détriment de la croissance. Eh bien, on voit que cet IDH, il fait tabac dans les milieux universitaires, mais qu'aucun pays ne fixe son développement sur l'IDH. Il n'y a pas de performativité de l'IDH. Et, à part le bouton. D'accord. Ok. Désolé pour les... Okay. On voit bien que les États-Unis restent une puissance dominante, même en déclin, et qu'ils ont un IDH inférieur à la Suède et qu'ils en ont rien à battre, en gros. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est la mise en valeur du capital, et c'est pas l'IDH pour eux. C'est une logique, justement, détachée du besoin. Pour permettre cette performativité, j'aimerais revenir aussi je vais passer par le fétichisme de la marchandise. Une mystification qui tient source dans les rapports de production, justement, dans une matérialité. On voit d'ailleurs chez Durkheim un propos plutôt normatif, du fait de l'idéalisation seulement partielle, comme l'a dit Paul-Émile, qu'il fait de la solidarité organique, dans la division sociale et technique du travail, et dans la capacité de la solidarité mécanique à résister à cette forme non maîtrisée d'organisation du travail social. Marx trouve ça plutôt cool, genre la destruction de la famille et des institutions bourgeoises par le développement de la marchandise, moi aussi personnellement. Enfin là je règle plus des comptes avec toi mais avec ma mère. Et mais on peut se dire que c'est tout de même, il n'y a rien qui vient remplacer la famille et ça nous aide pas beaucoup à penser la transindividuation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en est là avec la théorie marxiste? Ben, en fait, on fait une théorie qui éclaire un peu l'origine des crises économiques et on fait un état des lieux sérieux pour apporter des réponses non fétichisées, de la mesure pour la mesure ou de l'absence de mesure, c'est-à-dire de penser une gradation justement, à savoir ce qu'on mesure, au moins un minimum, avant de sortir son double décimètre. Donc concernant le différement des crises dont parlait Bernard, je suis totalement d'accord. Pour l'instant et sûrement à jamais, on ne peut que différer des choses. Toutefois, en fait, justement, Keynes, par son mode de différement, sa technique de différement, a créé la société de consommation. En essayant de pallier aux crises d'offres par un soutien de la demande, il a créé le sujet anoétique qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais dire par le fait que, par l'illusion d'un capitalisme à visage humain,
par le fait de penser qu'on peut sauver le capitalisme en évitant ce discours sur la valeur que j'essaie de tenir, un discours positif pour identifier les points d'accroche où on peut attaquer la valeur capitaliste, comme la bourgeoisie a attaqué la valeur féodale par le travail et pour le travail capitaliste, ben en fait on loupe le point, on loupe ce qu'on essaie de faire, et avec un discours sur la négantropie, on peut se retrouver avec une nouvelle société de la consommation immatérielle ou quelque chose comme ça. C'est plutôt ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire avoir le courage de s'affronter aux mystifications qui fondent notre appréhension de la réalité, qui peut nous faire ressasser et ressasser des catégories néoclassiques, parce que sinon ça reste du courage ou de la volonté théorique, c'est-à-dire un passage à la pratique n'est pas nécessaire ici pour parler en théorie de la valeur. Maintenant, il faut comprendre comment c'est dans la pratique que la valeur se constitue. Je vais donc ressasser à mon tour, dans cette intervention, les questions que j'ai tenté de soulever ces derniers jours. Un ressassement qui est peut-être pas indépendant, justement, des mécompréhensions que j'essaie de poser en introduction, et de l'origine de ces mécompréhensions, parce que j'ai un peu mal, moi aussi, des fois, tu vois. Donc, mais avant, je vais essayer de répéter, en espérant une différence, le propos de Bernard, introductif sur l'académie, sur la nécessité de situer la rationalité. Parce que ce propos peut paraître vraiment contradictoire avec un autre propos de Bernard, le réel n'est pas rationnel. La cohérence qui vient lier ces deux propos, pour moi, c'est justement d'où est tenu ce propos. Et donc, en fait, le primat est dans le premier propos, et la deuxième propos sur le réel n'est pas rationnel est une conséquence du premier propos, le fait qu'il faille situer une rationalité. J'ai perdu ma page. Il faut donc distinguer un point de vue normatif qui soutient le discours que nous portons sur la nécessité de reconstruire une cosmologie articulant cosmopolitique et cosmotechnique d'un point de vue positif sur l'entropie inhérente au mode de production capitaliste ou du capitalocène dont parle Paolo. Situer la rationalité, ça nous permet de dépasser les oppositions binaires et donc d'aussi dire d'un point de vue positif que le capitalisme est rationnel, donc rationnel jusqu'à un certain point et selon un certain point de vue, puisqu'il ne produit pas seulement des marchandises, mais il permet aussi sa reproduction, c'est-à-dire reproduire les rapports de production qui le soutiennent, c'est-à-dire la séparation des travailleurs du capital, qui ne fait que reproduire par l'expropriation et la plus-value, mais aussi la séparation des travailleurs du savoir, qui empêche une prise de conscience de l'anthropocène, justement. Ce capitaliste reproduit également, et donc rationnel en partie, ou en tout cas il y a des aides-organismes qui essaient d'adapter les corps à la rationalité du capitaliste. Il est reproductible parce qu'il reproduit aussi des économies psychiques, au moins à court terme. On voit bien que l'élection de Trump est un moyen de ne pas remettre en question le capitalisme et d'aller chercher un peu plus de croissance avec les dents, malgré les crises inhérentes. Sur le plan théorique, il peut aussi se mouvoir à son aise dans des propos a priori subversifs. Je crois que c'est ce que Paolo avait essayé de montrer sur la réappropriation capitaliste de Deleuze. Et voilà, une des premières fois, vous aviez fait une présentation à la chaire sur le fait que reconstruire son identité en permanence, c'est un discours qui a été réapproprié par le capital parce qu'il faut reconstruire son identité en permanence pour passer de McDo à Uber et de Uber au McDo. Donc par conséquent, si on accepte de situer localement et temporellement la rationalité, on devrait plutôt dire que la logique, la rationalité limitée d'accumulation par exploitation ou par dépossession, comme le pense Harvey, empêche toute contestation, ou dans un sens toute contextation, c'est un jeu de mots super, de cette rationalité limitée par son caractère intrinsèquement hégémonique. Le capitalisme ne se laisse pas discuter son concept de rationalité. Nous devrions dire également que cette rationalité se détache des hommes pour s'imposer à eux et donc contraint certains principes de réalité, une limitation des ressources ou une capacité à exploiter des ressources en surabondance pour permettre la survie de l'existence humaine, rend inhabitable le monde. C'est en assumant ce discours de rationalité située qu'il faut relire et comprendre le discours de Marx sur la séparation de valeurs d'usage et valeurs d'échange, et donc sur l'incapacité inhérente au mode de production capitaliste laissé à lui-même à répondre à une satisfaction des besoins humains. Je vais essayer de revenir plus tard sur la volonté et la possibilité
ou l'impossibilité de combler l'écart entre valeur d'échange et valeur d'usage à travers différents principes qui ont été posés, comme celui d'externalité, que j'ai un peu commencé à historiciser à travers Frank. A expliqué son émergence, autrement dit, comme un symptôme du rejet de la loi de la valeur chez Marx, propos positifs et pas normatifs, comme on le lit d'habitude. La théorie de la loi de la valeur, c'est un propos positif sur l'émergence du travail abstrait et de la valeur dans un mode de production capitaliste, c'est pas un propos sur ce qui doit être demain. Ce mode de production suit donc sa propre logique, une logique basée sur la mise en valeur du capital, s'appuyant sur la valeur d'échange, sur la crématistique d'Aristote, que Marx reprend dans les premières pages du Capital en note de bas de page, au détriment des besoins humains, que nous avons déjà du mal à définir, mais en tout cas au détriment d'une économie des hommes, au sens où nous l'entendons normativement, au sens de prendre soin. Quand nous parlons de la nécessité d'un catéchone, c'est de la préservation d'une ouverture au sens de mise en place d'un espace de bifurcation dans cette logique crématistique capitaliste. T'as pris l'eau ? Il a pris l'eau. Tu peux me ramener l'eau, s'il te plaît ? Okay. Nous parlons donc d'une ouverture contre un vide constitutif de la logique capitaliste, celle d'une logique sans sujet, celle d'une rationalité limitée ou d'une rationalité sans raison. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu, à partir de ce constat, la graphie un peu bizarre que j'ai essayé de poser. Donc on parle d'une lutte politique, c'est-à-dire on parle d'une lutte politique au niveau de la rationalité, où on essayait de relier philosophie et politique, comme en parlait Michael, contre l'hégémonie capitaliste du principe d'efficacité ou de rationalité. Et c'est l'objet de cette intervention que de contester son hégémonie en partant des contradictions de ce mode de production, c'est-à-dire des désolidarités, comme vous le voyez écrit dans la première ligne, mais également de ses moyens de résoudre ces contradictions par un dépassement, mais un dépassement qui ne se débarrasse pas du capitalisme et qui ne fait qu'accentuer l'entropie en son cœur, c'est-à-dire au sens de désolidarité, c'est-à-dire en un sens désolidarité des aides-organismes du capitalisme pour poursuivre cette rationalité limitée. Et enfin, c'est le but de cette graphie un peu particulière, c'est-à-dire des solidarités dans la contradiction même de certains aides-organismes. Par exemple, comme deux courants opposés constituent un champ économique, il y a des oppositions dans les aides-organismes qui permettent de reproduire une rationalité plus globale, une rationalité capitaliste qu'ils défendent de par leur opposition. Et c'est ce qu'il nous faudra penser pour l'économie contributive, on se propose d'expérimenter, parce que comme le soutenait David Bates, avec le principe de catéchon, on ne doit pas forcément voir cet espace, cette possibilité du politique, comme une instance, une institution, un aides-organisme unique et vertical, mais comme une instance distribuée dans plusieurs localités, qui permettent de soutenir ces localités, justement, et plusieurs temporalités, dont il s'agit de penser la coordination, c'est-à-dire la concurrence et la complémentarité, pour installer une métastabilité et une réelle ouverture au local, une réelle cosmologie. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis, mais la phrase là c'est « j'aimerais avant de commencer ». J'aimerais, avant de commencer, vous me coupez quand vous voulez, expliquer la démarche que je vais adopter. Si je parle d'une organisation sociale du travail en permanence et des aides-organismes, c'est-à-dire du marché du travail et du capital dans ma bouche, c'est que, comme le dit Lukács en citant Engels, les nombreuses volontés individuelles à l'œuvre dans l'histoire produisent la plupart du temps des résultats tout différents, et même souvent opposés à ces résultats voulus, et que par conséquent, leurs mobiles n'ont également qu'une importance secondaire pour le résultat d'ensemble. D'autre part, il restera à savoir quelles sont les forces motrices qui se cachent à leur tour derrière ces mobiles, quelles sont les causes historiques qui, dans la tête des hommes agissants, se transforment en de tels mobiles. En un sens, c'est-à-dire se poser la question de la production matérielle de ces mobiles humains et de leur capacité à être mis en place. Il faut donc trouver dans notre organisation sociale, dans ces désolidarités dans les trois sens que j'essaie d'expliciter, des aides-organismes qui soutiennent une organisation, une base matérielle de nos mobiles, de nos idéalités, que ce soit de nos volontés, de nos puissances d'agir, de nos désirs qui soutiennent nos désirs ou pas, ou de nos anomies. Il faut penser ce qui produit notre psyché. Si nous ressentons par exemple la nécessité de produire un discours sur la négantropie, c'est que nous ressentons bien ce désajustement dans nos systèmes techniques et sociaux,
par les contradictions internes que ça produit en nous, mais aussi dans des symptômes sociaux extérieurs, qui peuvent aller du chômage à la surconsommation d'antidépresseurs, en passant par le réchauffement climatique ou l'apathie devant le réchauffement climatique. Et c'est pour ça que je vais essayer de parler du fétichisme de la marchandise, qui, à partir d'une base matérielle, mystifie les faits qui s'imposent à nous et donc produisent des psychés mystifiées. Ce ressenti de la nécessité d'un discours sur l'anéantropie n'est donc pas indépendant de l'organisation du travail et de notre vie réelle, de ce que nous vivons. Il faut donc comprendre ces moments de crise et leur origine qui nous permettent de comprendre de là où on parle et de ce qu'on a envie de faire en fait. Mais c'est aussi dans un but politique que j'essaie de dire ça. Si la philosophie doit être politique, c'est qu'elle doit joindre théorie et pratique, normatif et positif. Pour ça, en gros, savoir par quel angle attaquer le problème. Et seulement cette réflexion pour moi sur la valeur et les institutions qui valident et qui produisent la valeur comme idéalité performative nous permettront d'identifier par où il faut attaquer en gros. Il faut donc comprendre que les organismes qui assument cette fonction dans le mode de production capitaliste pour pouvoir produire de nouvelles institutions de la valeur. En gros, passer d'une valeur positive capitaliste à la valeur normative nélanthropique qu'on défend. J'essaie donc de repartir d'une ontologie sociale des abstractions et des idéalités performatives, comme la valeur ou la volonté, que nous développons afin de penser une pratique politique au sens d'une lutte par les institutions de la valeur, autrement dit une lutte par le travail et pour le travail. Donc là, vous comprenez un peu mes graphies un peu bizarres, parce que si la rationalité est situable, c'est qu'il y a un rationnel et un irrationnel qui coexistent. S'il y a différents types de désolidarité, c'est pour ça que j'ai fait une graphie bizarre, et la rationalité organique va soutenir la rationalité organique au niveau plus micro. C'est joli, mais ça sert à rien. Ici, mon propos, c'est pas de dire que la technique est l'unique origine des crises, de dire que les crises peuvent être pensées sans la technique non plus, mais c'est essayer de penser cette binarité. Il s'agit plutôt de comprendre l'impact d'une révolution technique comme possibilité matérielle d'extension ou de modification de la forme d'une logique capitaliste. Autrement dit, d'actualiser la théorie des crises à partir d'un prolongement de l'idéologie allemande, à partir d'une spécification du terme vie matérielle jusqu'à l'outil lui-même, en plus de l'organisation sociale, d'une technique sociale, ont un sens déjà posé par Marx, jusqu'à la technique, comme en parle Bernard Stiegler. Je vais donc commencer par les désolidarités, pour essayer de penser les crises. Désolidarités dans le premier sens. Les contradictions qui mènent à des moments de crise sont les plus souvent perceptibles dans la séparation justement de production et reproduction. La logique de production capitaliste n'est pas la production de biens, de services, mais de plus-value. Cette logique, cette rationalité limitée, implique ce que Marx situe à l'origine des crises. La contradiction entre rapport de production, entre organisation sociale et développement des forces productives, c'est-à-dire comme base matérielle technique. Qui trouvent différents symptômes dans la réalité sociale. Par exemple, l'insolvabilité économique qu'on connaît, le problème de solvabilité économique, n'est pas indépendant de l'automatisation de la production. La concurrence des machines sur l'emploi, que l'automatisation généralisée exacerbe, pose un problème de solvabilité macroéconomique qui nous font penser justement la négantropie. La réduction des revenus associés à l'emploi par la substitution du capital fixe au travail ou par la réduction des salaires réels des employés du fait de cette concurrence implique une polarisation de la structure des revenus ainsi qu'une réduction de la part de des travailleurs dans la valeur ajoutée. Et c'est ça ce qu'on appelle problème de solvabilité. Mais cette tendance ne fait qu'exacerber une tendance déjà présente dans la contradiction fondamentale du mode de production. C'est-à-dire qu'un euro en salaire, ce n'est pas un euro en profit ou en rente. C'est-à-dire que la source des crises que nous connaissons depuis le XVIIIe siècle n'est pas nouvelle. C'est juste qu'on connaît un moment d'accélération, de disruption qu'on n'arrive plus à gérer socialement. Les crises financières, les crises d'offres, les crises de demande ou les crises de la dette publique ou privée ne sont que des moyens de déplacer dans l'espace ou dans le temps ce moment contradictoire, ce moment de crise. En plus de cette insolvabilité économique, il faut penser l'insolvabilité sociale, qui a été très peu pensée par Marx.
au sens de l'impact de la division du travail sur les solidarités mécaniques dont parlait Paul-Émile. C'est-à-dire la famille, l'église, tout ça, tout ça. Donc, c'est-à-dire les différents cercles de socialisation et de transindividuation. Et c'est en ce sens que la division technique et sociale du travail empêche une non-continuité de l'expérience. Lorsque je suis ramené à juste poser des steaks dans un McDo, dans un sandwich, j'ai pas une expérience de la continuité en général. Il y a aussi une insolvabilité psychique, une prolétarisation des imaginaires, et on va essayer de travailler sur cette question de la prolétarisation des imaginaires à pleine commune. Et c'est la question posée aussi en début de semaine par Dan sur la question de comment on produit un désir pour l'anégantropie. Et enfin, la question de l'insolvabilité écologique. L'ensemble de ces insolvabilités trouvent leur origine dans des contradictions fondamentales du mode de production, à savoir la différence entre rapport de production, l'organisation marchande du monde, et développement des forces productives, le produit de ces rapports marchands et la contradiction qui s'articule entre les deux. Donc, hors de ces critiques plus ou moins admises, on doit contester peut-être aussi la rationalité du capital sur son propre terrain. Il est communément admis que l'avantage comparatif du capitalisme par rapport à tout autre mode d'organisation de la production, c'est justement le développement des forces productives, c'est-à-dire le progrès technique, l'innovation, l'augmentation de la productivité, mais aussi la liberté individuelle, au sens minimal de Hayek. C'est-à-dire que dans ce couple capitalisme et liberté, on a vu apparaître des philosophes de la fin de l'histoire comme Fukuyama, qui disait que la démocratie plus l'économie de marché signait la fin de l'histoire, ce qui a été détruit comme illusion par la crise de 2007. Toutefois, la révolution numérique et l'automatisation généralisée impliquent différentes tendances qui vont contre ce soi-disant avantage comparatif en termes d'innovation technique. Premièrement, la présence de coûts fixes, de coûts marginaux décroissants ou nuls dans le capitalisme des plateformes, les produits de réseau, implique un monopole technique contre les monopoles naturels. C'est sur des bases techniques de reproductibilité à faible coût que ce marché est un monopole naturel. La conséquence d'un monopole, un monopole technique contre le monopole naturel, la conséquence d'un monopole, c'est justement la réduction de l'innovation, car il n'est plus obligé de développer des nouvelles technologies pour détruire une concurrence. Aujourd'hui, il se contente de racheter à faible coût les concurrents et d'assurer une rente de marché. Deuxième point, la monopolisation et la liberté. Comment soutenir, encore une fois, comment encore soutenir la liberté au sens de Hayek, au sens de la liberté de consommer des carottes ou des tomates, lorsque Sen pense les conditions nécessaires à la liberté, avec son principe de capacité, et comment penser cette liberté hayekienne quand l'ensemble de nos productions noétiques et donc de notre psyché et donc de notre rapport au monde est monopolisé par 2 grands ou 3 grands groupes internationaux. Donc c'est en ce sens qu'on peut contester la rationalité et l'efficacité du marché dans ses propres termes. Le dernier point, il est bien connu, c'est la propriétisation et la diffusion du savoir. Comment diffuser des idées et donc avoir une efficacité du savoir à coût non reproductible s'il y a une propriété de ce savoir. Et c'est toute la question des brevets, et vous avez vu la courbe que Christian a montré dans son exposé, avec une explosion ces dernières années qui montre la guerre sur le travail intellectuel qui se pose et sur la propriétisation du savoir. Et encore une fois, là, comment cette propriétisation du savoir peut développer réellement une productivité sociale? Comment elle peut développer un développement du savoir? Le rôle contemporain de l'État, qui est de moins en moins une puissance publique, comme cela a été révélé par Franck, joue de plus en plus un rôle, en fait, dans cette concurrence et ce dumping fiscal et social et écologique que les aides-organismes multinationaux imposent aux États. Et c'est la question du dilemme du prisonnier, de l'équilibre de Nash dont tu as parlé. Bon, qu'est-ce qu'un État, un État avec une majuscule qui se lance dans une concurrence fiscale jusqu'à l'annihilation de l'ensemble de ses ressources fiscales, donc de sa puissance d'agir? Peut-on toujours parler d'un État? Peut-on toujours parler d'une rationalité? Oui, en un sens limité. Si ce n'est par la gestion répressive, légale, sous forme d'état d'urgence, ou psychique, avec la réforme de Bologne, par exemple, qui met au pas les universités vis-à-vis du marché, qu'il continue à exercer au profit de ces multinationales. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler d'un État avec un petit E, sans volonté et sans puissance? Nous pouvons donc relever dans le droit l'aspect concret de ces contradictions énoncées plus haut.
Par exemple, la propriétisation du savoir, jusqu'à ce qui est si mal nommé le capital humain. La dernière fois, Federico nous disait que le capital fit, c'était dans les travailleurs. En un sens, ça oblige les entreprises à développer un nouveau droit, c'est-à-dire les clauses de non-concurrence, pour protéger le capital qui maintenant leur appartient dans le corps des travailleurs. Et donc de réduire l'armée de réserve relative, en tout cas, en un sens. Donc il y a des produits de ces contradictions dans la réalité, c'est-à-dire dans le droit. Encore une fois, la propriétisation du savoir, je vais arrêter, avec l'explosion des brevets, ou alors la mise en place du protocole de Kyoto et des permis d'émission à polluer, c'est-à-dire de produire une marchandisation du monde, comme si les limites de la propriété pouvaient se résoudre par une extension de la propriété à l'ensemble du monde. On peut aussi voir les tensions interétatiques autour de cette propriété intellectuelle. Par exemple, les tensions entre les États-Unis et l'Asie peuvent être perçues comme une tension sur les droits de propriété entre Apple et Samsung. Il nous est donc possible de contester rationnellement, en tout cas, et c'était la première partie de mon analyse, je crois que je vais m'arrêter en fait, c'est pas possible. C'était la première partie de mon analyse, il est possible de contester rationnellement l'efficacité et la rationalité du marché, mais sans lui enlever sa rationalité et sa logique vide. Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle? C'est vrai, putain, je m'ennuie moi-même. Je suis désolé. 30 minutes. Ok, je vais peut-être passer... Ok. Donc ça, c'était les désolidarités dans le premier sens, c'est-à-dire les contradictions. Après, il y a des solidarités dans le troisième sens, c'est-à-dire qu'il y a des logiques co-intégrées des organismes capitalistes pour assurer la plus-value. Je vais parler très vite là, mais en gros, que ça soit par l'augmentation de la rente, le coût du capital selon Besancenot, ou la pressurisation salariale, en fait, il y a une logique solidaire de classe, en un sens, du marché financier et de l'entrepreneur. Enfin, l'entrepreneur, pas au sens où nous, on l'entend. C'est-à-dire du profit et de la rente, du profit et de l'intérêt. Il y a ces logiques de classe. Il y a aussi une qui est plus liée à nos affaires, c'est-à-dire à la mécanisation, c'est-à-dire que la recherche... Enfin, dans la troisième, dans désolidarités avec des parenthèses, c'est-à-dire une solidarité par concurrence, il y a la recherche de profit individuel qui ne peut passer au bout d'un moment, s'il y a concurrence, que par la mécanisation et la réduction de la main-d'œuvre. Et donc, mécanisation qui n'aura que pour objectif final de se répandre à l'ensemble des concurrents, par imitation, et donc qui va augmenter l'armée de réserve et donc augmenter la plus-value absolue. Donc en augmentant la plus-value relative et en se faisant concurrence entre eux, chaque entité individuelle, chaque entreprise pressure un peu plus par l'augmentation de l'armée de réserve relative la plus-value absolue. Donc on voit bien qu'il y a des logiques de solidarité par la contradiction dans le capitalisme même, mais ce n'est pas celle du capitalisme qui m'intéresse plus, c'est celle de l'économie de la négantropie. Donc une fois énoncées les contradictions, il est nécessaire pour opérer... ça c'est le petit 2, qui est tout aussi mystique. Une fois énoncées les contradictions, il est nécessaire pour opérer ce que l'on nomme avec Polanyi un réencastrement des marchés et ainsi contester la valeur économique actuelle au profit d'une valeur négantropique, comprendre les mécanismes de valorisation. C'est pour ça qu'il faut se poser la question des institutions du travail qui doivent soutenir dans la pratique nos volontés de coopération, nos volontés de diffusion du savoir, nos volontés normatives. Donc je partirai donc de l'organisation du travail, des organismes qui la soutiennent, dont le rôle est de qualifier du travail concret en travail abstrait et donc comme valeur, parce que toute dépense d'énergie dans le capitalisme n'est pas considérée comme valeur. Et donc il s'agit de savoir sous quelles conditions. J'essaierai d'expliquer les dérives, mais en fait je ne vais pas le faire. Des lectures des externalités ou alors des néo-marxistes ou des néo-keynésiens à partir de cette organisation sociale du travail et à partir du fétichisme de la marchandise. Ok. Le fétichisme de la marchandise, en gros c'est ça. C'est qu'à partir d'une division sociale du travail qui pose les individus comme monades et qui ne peuvent se coordonner que par des échanges de choses, c'est-à-dire des variations de prix ou par un échange de quantité, mais en fait, cette coordination est réellement un rapport entre les choses et pas un rapport entre les hommes. Quand Marx dit qu'il y a un rapport entre les choses et pas un rapport entre les hommes, c'est pas que derrière le rapport entre les choses,
se cache en vrai un rapport entre les hommes, c'est que réellement, en vrai, on se coordonne par des rapports entre les choses. Et donc que ça a un impact sur les mystifications, sur les manières dont on perçoit le monde. Par exemple, le fait de penser que le salaire est le prix du travail est une forme de mystification. Parce que le rapport entre les choses, l'échange marchand sur le marché du travail, vient déterminer le salaire comme le prix du travail. Et masque la plus-value, masque le mécanisme de valorisation. Mais une fois qu'on a dit que c'était une réalité, c'est que c'est aussi une abstraction, c'est un masque. C'est-à-dire que derrière, réellement, la valeur n'est qu'un rapport social. C'est par l'échange d'un objet concret, de quelque chose de concret, c'est par l'échange d'un produit que le travail dans ce produit-là, si j'échange cette bouteille contre cette lampe, si on arrive à échanger quelque chose entre cette bouteille et cette lampe, c'est qu'au final, la personne en face de moi reconnaît dans cette bouteille que le produit de mon travail est de qualité identique au sien. C'est-à-dire que par l'échange concret, par l'échange de travaux concrets, je crée une qualité commune, une abstraction, le travail abstrait, qui est en fait le quantum de mesure de ce qui peut être la valeur. Mais c'est pas un quantum où il faut l'entendre, on va additionner les taux les quantités de travail abstrait dans la bouteille pour trouver son prix. C'est vraiment une abstraction. C'est qu'à partir du moment où on l'échange, par l'échange, on prouve logiquement qu'on a créé une entité abstraite qui résume nos travaux concrets différents à une universalité comme étant le produit du travail de l'homme. Donc ce n'est pas parce que les produits de leur travail ne vaudraient pour eux que comme enveloppe matérielle d'un travail humain que les hommes établissent de relations mutuelles de valeur entre les choses. C'est l'inverse, c'est par la pratique. C'est en posant dans l'échange, en échangeant leurs divers produits comme égaux, à titre de valeur, qu'ils posent leurs travaux différents, leurs travaux concrets différents, comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font pratiquement. C'est-à-dire que la pratique de la valeur préexiste à la substance de la valeur. Et c'est bien pour ça que c'est dans l'organisation du travail, dans la pratique réelle et l'organisation réelle du travail, qu'il faut essayer de comprendre les institutions qui valident ce travail humain. Donc quelles sont les institutions qui valident le travail humain dans une économie capitaliste? C'est le marché du capital, qui reconnaît une valeur au capital par l'échange de capital contre une forme de travail. Quand une entreprise prend un prêt et donne une partie de la plus-value en intérêt, c'est qu'elle reconnaît une valeur au capital, mais elle n'est pas productrice de valeur, mais il y a une captation de valeur, et c'est par l'échange entre les objets concrets qu'il y a une production de la valeur. Et donc c'est par l'organisation du travail qu'il faut attaquer pour essayer d'étendre ce principe de valeur. Ce n'est pas par une mesure d'un en dehors qu'on poserait comme l'IDH qu'il faudrait intégrer avec un « il faut le réintégrer », c'est comment on modifie les conditions de travail, comment on modifie en gros la langue que les marchandises parlent entre elles quand on échange des choses, qu'on modifie le concept de valeur. C'est de moins en moins clair parce que j'essaie de résumer des choses en un quart d'heure qui font 5 pages. Je suis désolé. Donc il n'y a aucune lecture essentialiste ou substantialiste de la valeur qui n'est possible dans le travail de Marx. La qualité de travail abstrait est une poursuite logique d'un acte qui existe dans la réalité et qu'il s'agit de comprendre sur ses bases matérielles. De la même manière, il ne faut pas comprendre temps de travail socialement nécessaire comme une quantité de temps mesurable à partir d'un quantum abstrait, de travail abstrait découvert logiquement. Cette chose n'existe réellement qu'en abstraction, mais c'est une abstraction performative. Et ce temps de travail socialement nécessaire, c'est beaucoup de dérives gauchistes, permettrait en fait de déterminer un juste prix. Un juste prix qui pourrait, de manière fétichisée, nous ramener la valeur marchande vers la valeur d'usage. Et le capitalisme ne ferait que créer un écart entre valeur marchande et valeur d'usage. Une fois découvert la qualité commune du temps de travail concret par l'échange dans la réalité, c'est le terme socialement nécessaire qui reprend à nouveau le dessus en fait. Ce sont ensuite les armées de réserve relatives, les lois de l'offre et la demande, le poids de la rente, le poids de l'intérêt, le coût du capital, toutes les apparences à la portée des économistes néoclassiques et keynésiens et anticapitalistes à travers Besancenot, qui vont déterminer un rapport de force objectif qui donnera la valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est pas la valeur. La valeur, c'est une quantité abstraite qui rend une universalité commune en qualité. La valeur d'échange, c'est un rapport entre cette qualité commune. Et ce rapport entre les qualités communes, c'est pas une justice du prix qui nous permettra
de le déterminer, c'est justement de comprendre qu'il n'y a que le rapport de force, et le rapport de force posé par les aides-organismes, que sont la loi de l'offre de la demande, le marché du travail, le marché du capital, le poids de la rente, le poids de la dette, qui vont poser le rapport entre le prix de mon travail et le prix de n'importe quel autre travail concret. En fait, admettre un quantum, admettre qu'on peut arriver à un prix juste en disant il faut un temps de travail socialement nécessaire dans le bien lui-même, ça serait admettre qu'il y a des productivités différentes, et ça serait tirer un trait sur le concept de coopération. Parce que quand on porte un piano à plusieurs, au bout d'un moment, on porte un piano à plusieurs. On ne peut pas dire que la productivité de chaque travailleur est différente. On ne peut pas individualiser la productivité. Et c'est cette dérive que les néoclassiques, autant que des courants gauchistes, ont en essentialisant ou en matérialisant sous forme de temps, ce temps de travail socialement nécessaire qui reste une qualité. Une qualité qui n'est rendue rapport quantitatif que dans le passage de la valeur à la valeur d'échange. Je vais m'arrêter là, je suis désolé.